Le rapport pointe à plusieurs reprises le fait que les sujets environnementaux sont marqués par leur technicité, par leur complexité, d'où la nécessité de disposer d'une expertise fiable et rapide. Cette complexité existe en fait tout aussi bien du côté des textes juridiques que du côté des connaissances scientifiques et techniques mobilisées dans le procès. Évidemment, je vais parler ici que du deuxième aspect. Et le rapport pointe qu'il est parfois difficile pour les magistrats instructeurs de disposer d'experts qui soient à la fois compétents et suffisamment indépendants. Ce problème est bien réel et je crois qu'il ne doit pas être sous-estimé. Et d'ailleurs, la même remarque a souvent été faite à propos de l'expertise de gouvernement, qui est destinée donc à éclairer les autorités publiques. Et dans certains domaines, en effet, on pense au nucléaire ou à la téléphonie mobile, la tension entre compétence et indépendance est également présente. Alors, cela étant, on peut, je pense, apporter quelques éléments de nuance, car les atteintes à l'environnement qui sont visées par le rapport Une justice pour l'environnement couvrent un ensemble de contentieux très variés, par exemple la protection de l'eau et de l'air, la protection des espaces naturels, trafic d'espèces animales ou végétales protégées, commerce illicite des pesticides, etc. Et ces questions renvoient à autant de champs disciplinaires, chacun ayant des caractéristiques propres. On peut distinguer, à mon avis, plusieurs paramètres. Concernant d'abord le vivier d'experts potentiels, il existe effectivement des domaines dans lesquels il existe très peu d'experts, d'autres dans lesquels les experts potentiellement mobilisables sont plus nombreux. Et ce paramètre n'est pas le seul à devoir être pris en compte. Il faut aussi considérer, dans chacun de ces domaines, le degré de proximité qui existe entre les spécialistes qui pourraient intervenir comme experts et les principaux acteurs intéressés par les décisions de justice, comme demandeurs ou comme défendeurs. Pour le dire très directement, plus les entreprises et les opérateurs d'un domaine sont en nombre réduit, et plus la recherche est financée par ces acteurs, plus il est difficile de trouver des experts qui ne soient pas financés par les principaux acteurs du secteur. Alors, quelles solutions trouver face à ce problème? Le rapport en propose quelques-unes qui sont à mon avis pertinentes, mais je pense que les solutions à cette difficulté doivent être recherchées aussi bien du côté de l'institution judiciaire, ce que fait le rapport bien sûr, que du côté des communautés scientifiques concernées. Alors, du côté de l'institution judiciaire, d'abord, donc une première piste concerne la nomenclature des spécialités expertales qui sont fixées par un arrêté et qui sont utilisées pour inscrire les experts sur les listes dressées par les cours d'appel et sur la liste nationale arrêtée par la Cour de cassation. Il est vrai, comme le pointe le rapport, qu'il n'existe pas de rubrique dans la liste actuelle des spécialités expertales qui soit adaptée aux contentieux environnementaux. Dès lors, le rapport propose que soit dressée une liste, un vivier d'experts. Cette idée se heurte, à première vue, à une limite qui est maintenant bien identifiée, qui est que les listes sont dressées principalement par des magistrats et marginalement par des experts, de sorte que cette inscription est rarement l'occasion d'une vérification poussée de la compétence scientifique des experts et encore moins de leur indépendance réelle. Mais ici, le rapport formule une suggestion très pertinente, à mon avis, qui est que la liste soit dressée pris avis d'une autorité indépendante que les auteurs du rapport proposent de créer, cette autorité indépendante pouvant prendre le temps d'un véritable contrôle. D'autres pistes pourraient également être cherchées en dehors des listes d'experts. D'abord, dans la mesure où les fonctions d'expertise judiciaire ne doivent pas être exercées à titre principal, mais constituent l'accessoire d'une profession exercée, elle, principalement, il n'est pas impossible de penser que les honoraires perçus par les experts pourraient avoir une incidence sur leur propension à consacrer du temps à l'expertise judiciaire plutôt qu'à leur profession principale. Autre piste, la discussion sur l'expertise environnementale pourrait être l'occasion de remettre en discussion une question qui avait été posée lors de la conférence de consensus de 2007 sur l'expertise judiciaire, de savoir si les experts judiciaires devraient déposer, tout comme le font ceux qui interviennent dans l'expertise environnementale publique, des déclarations d'intérêt. Et cela en plus du serment qu'ils prêtent de donner leur avis en leur honneur et conscience. Alors, la conférence de consensus n'avait pas pris des positions très fortes en ce domaine, et je pense que le moment est peut-être venu d'ouvrir à nouveau la discussion sur les déclarations d'intérêt qui pourraient être demandées aux experts judiciaires, sachant que l'expérience des agences d'expertise, notamment dans le domaine sanitaire et environnemental, a permis d'élaborer des formulaires assez précis permettant d'identifier les différents liens d'intérêt qui peuvent, le cas échéant, exister entre l'expert et l'organe commanditaire de l'expertise. Alors, ces quelques pistes
portant sur les listes d'experts, sur la rémunération des experts et sur les déclarations d'intérêt, me semble mériter d'être considérées sérieusement. Cela dit, les pistes qui viennent d'être évoquées ne peuvent sans doute pas résoudre entièrement la difficulté, tenant au fait que dans certains cas, peu d'experts entièrement dépourvus de liens d'intérêt sont disponibles. Une dernière piste me semble mériter d'être explorée. La solution qui est habituellement retenue lorsqu'on prend acte dans un domaine donné qu'aucun acteur n'est désintéressé, que tous les experts ont à un degré ou à un autre un lien d'intérêt, c'est de composer des collectifs d'experts. Dans ce cas, on cherche l'impartialité non pas par la vertu individuelle, mais par la composition d'un collectif d'experts représentant des points de vue variés. Alors, cette solution est évidemment excellente sur le papier, mais elle pose des questions d'opérationnalité, du moins si on la généralise, et bien évidemment des questions de coût. Cette question pointe le fait que les connaissances mobilisables dans un procès doivent être mises en forme, doivent être articulées au cas d'espèce. Et ça demande des ressources intellectuelles autant que financières. Comment éviter que l'information environnementale ne soit monopolisée par certains acteurs plus fortunés? Comment faire pour que les connaissances d'autres acteurs soient rendues disponibles? La question se pose avec d'autant plus d'acuité que dans certains domaines, comme celui des substances chimiques par exemple, les données qui ont servi à l'autorisation de mise sur le marché ont été fournies par les entreprises pétitionnaires. L'accès à ces données se heurte parfois au droit de la propriété intellectuelle invoqué par ces entreprises pour y faire échec. L'accès aux données est un enjeu particulièrement crucial dans les domaines scientifiques qui ont été mobilisés pour prendre les décisions publiques liées à des activités ou à des risques industriels. On les appelle parfois les sciences réglementaires, comme la toxicologie par exemple. Alors, sans prétendre être exhaustif, il me semble que plusieurs pistes existent. Je passe rapidement sur la première, qui est le rôle des associations environnementales. Il est vrai que ces associations disposent rarement d'une surface financière qui leur permette de faire des expertises approfondies et onéreuses. Cela dit, dans certains cas, les associations ont aussi une expertise unique dont ne dispose aucun autre acteur. Je pense ici aux associations naturalistes, par exemple dans le domaine de l'ornithologie, qui recueillent d'innombrables données d'observation réalisées par des amateurs et qui disposent de bases de données qu'elles peuvent mobiliser pour contester des décisions d'aménagement, par exemple l'implantation d'éoliennes, qui risqueraient de porter atteinte aux espèces nicheuses qui sont repérées sur le site. Une autre piste plus substantielle est mentionnée par le rapport qui propose de créer une autorité indépendante. Alors, le dispositif est décrit assez précisément dans le rapport, mais il me semble qu'un point mérite clarification. Car une telle agence, si elle venait à exister, devrait être située par rapport à deux modèles. Premier modèle, il pourrait s'agir d'une agence qui aide les citoyens et les associations à trouver une expertise pertinente et qui veille à ce que les expertises soient réalisées de manière indépendante. Autrement dit, dans ce premier cas de figure, l'agence est un garant de la qualité de l'expertise réalisée par des tiers et elle aiguille les citoyens et les associations pour que ceux-ci trouvent les ressources d'expertise pertinentes. Il me semble que c'est plutôt vers ce modèle que le rapport tend. Et dès lors, il faudra clarifier comment cette nouvelle agence trouverait à s'articuler avec la Commission nationale de la déontologie et des alertes en santé publique et environnement créée par la loi du 16 avril 2013. Le second modèle d'agence auquel on pourrait penser est celui d'une agence qui réalise elle-même des expertises en mobilisant des ressources internes ou des ressources externes qui disposent de pouvoirs d'investigation et qui soient destinataires des mêmes informations que celles qui ont été adressées aux autorités publiques. Alors, plusieurs propositions ont déjà été faites qui ont oscillé entre ces deux pôles, que l'on songe à la haute autorité de l'expertise proposée par le rapport Lepage en 2008 ou à la haute autorité de l'expertise scientifique et de l'alerte, initialement dessinée par la proposition de loi Blandin en 2013. Il me semble que la discussion mériterait d'être prolongée sur la nature exacte des prérogatives qui pourraient être confiées à l'autorité indépendante imaginée par le rapport Une justice pour l'environnement. S'il s'agit simplement d'orienter les citoyens et les associations, de transmettre des demandes d'expertise à des agences et de contrôler les codes de déontologie de l'expertise, la proposition serait peut-être moins novatrice. Et à mon avis, il conviendrait en particulier de faire de cette agence la destinataire d'informations, souvent difficilement accessibles, car détenues par des entreprises ou des acteurs dotés d'un poids économique important.
Troisième piste qui est évoquée par le rapport, Une justice pour l'environnement, concerne les lanceurs d'alerte, dont on sait qu'ils ont fait l'objet de plusieurs textes ces dernières années, notamment en 2013, puis le 9 décembre 2016 avec la loi dite Sapin 2. L'alerte constitue effectivement un moyen de faire entendre des voix, souvent dissidentes, et de donner place à des signaux d'alerte précoces et des signaux faibles. Sur ce sujet, le rapport rappelle que la loi du 16 avril 2013 insérait dans le Code de la santé publique un article qui affirmait le droit pour toute personne physique ou morale de diffuser de bonne foi une information qui lui paraissait faire peser un risque grave sur la santé publique ou l'environnement. Mais il faut bien avoir à l'esprit que ce texte a précisément été abrogé par la loi Sapin 2 de 2016 qui fait disparaître cette référence à la santé publique et à l'environnement. La formule retenue en 2016 est plus allusive puisque sont protégés les lanceurs d'alerte qui révèlent des violations d'une norme juridique nationale ou internationale ou encore une menace ou un préjudice grave pour l'intérêt général. Cette disparition est significative de ce que la loi Sapin 2 a aussi été l'occasion de rompre avec l'orientation favorable à l'alerte environnementale de la loi Blandin de 2013. C'est cette même loi Sapin 2 qui supprime une bonne part des prérogatives qui avaient été données à la Commission nationale de la déontologie et des alertes en santé publique et environnement. Cela dit, même en 2016, il était admis par tous que la loi Sapin 2 avait bien vocation à couvrir les risques pour la santé et l'environnement. Et si cela était nécessaire, la directive du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l'Union européenne lève tout doute à ce sujet en visant expressément la protection de l'environnement. En abrogeant l'article de la loi de 2013 que je viens d'évoquer, la loi Sapin 2 a aussi introduit subrepticement un autre affaiblissement de l'alerte environnementale et sanitaire. En effet, la loi de 2013 protégeait l'alerte lancée par toute personne physique ou morale. La loi Sapin 2, elle, ne protège que l'alerte lancée par une personne physique. C'est clairement un recul, puisque l'alerte lancée par une personne morale est moins susceptible de donner lieu à des mesures de rétorsion. La directive du 23 octobre 2019 évoque elle aussi les révélations faites par une personne physique. Et je pense que la logique qui est prônée par le rapport Une justice pour l'environnement plaide pour le fait de réinstituer la possibilité pour des personnes morales, en particulier des associations agréées de défense de l'environnement, de bénéficier de la protection des lanceurs d'alerte. La proposition de créer une juridiction spécialisée ne me surprend pas. En effet, les discussions sur l'expertise judiciaire ont longtemps été polarisées autour de deux manières de voir l'expertise. L'une qui consiste à rechercher la meilleure manière pour une juridiction de s'assurer le concours d'experts compétents, et l'autre qui consiste à créer une juridiction spécialisée, composée en quelque sorte de juges spécialistes. Et ici, l'idée n'est pas nécessairement que les juges soient des experts, ils sont souvent aidés par des assesseurs ou des conseillers techniques, comme on le voit ici, mais que les juges acquièrent des compétences suffisantes pour savoir formuler la mission d'expertise et pour savoir tirer profit du rapport des experts. Ce qu'on appelle parfois une expertise d'interaction. Les juges sont suffisamment compétents non pas pour faire des opérations d'expertise, mais pour interagir efficacement avec les experts. Alors à lire le rapport, on voit bien que ces auteurs ne sont peut-être pas entièrement convaincus de ce qu'ils disposeront des leviers suffisants pour améliorer l'expertise ou l'accès à l'expertise dans le domaine environnemental. Il n'est donc pas étonnant de les voir se tourner vers l'idée d'une juridiction spécialisée. Et cette idée est d'ailleurs vigoureusement défendue aux États-Unis mais depuis des années, notamment en ce qui concerne les contentieux sanitaires et environnementaux. Alors, si l'idée n'est pas vraiment surprenante, ça ne signifie pas que c'est une mauvaise idée. Personnellement, je vois bien des avantages à la proposition du rapport de créer des juridictions pour l'environnement. Le rapport avance cette proposition avec une certaine prudence, mais l'argumentation me semble mûrement réfléchie, peut-être à la hauteur de l'anticipation des réticences que cette proposition pourrait rencontrer. Cela étant, si la proposition me paraît pertinente, je ferai quand même une observation sur le domaine de compétences matérielles qui est envisagé. À mon sens, le rapport est ici un peu trop contraint par la lettre de mission qui l'engage à analyser les contentieux environnementaux. Or, il me semble qu'il y aurait beaucoup à gagner à inclure dans le périmètre de ces futures juridictions également le domaine de la santé environnementale.
bien des questions sanitaires et environnementales sont en réalité indissociables. Il suffit de penser aux effets sanitaires des pratiques agricoles consistant à épandre du chlordécone sur les bananeraies aux Antilles, ou encore aux effets sanitaires qui pourraient être liés à l'incendie d'un site chimique situé en bordure d'une agglomération. La place du contentieux qui est lié à la santé environnementale mériterait, me semble-t-il, d'être précisée, soit qu'il soit confié expressément au pôle de santé publique, comme le rapport semble le souhaiter, soit qu'il intègre pleinement le domaine de compétence des juridictions pour l'environnement imaginées par le rapport.